20h50 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre sur ce beau plateau de Samedi Sport. J'espère que vous allez bien chez vous. Alors, au menu de cette émission, on va parler de la normalisation au sein de la Fédération Congolaise de Football Association. On aura parlé du dossier entre Chancel Mbemba et Igor Tudor. Est-ce qu'il y a guerre entre les deux hommes? Nous allons revenir aussi au pays pour parler de Fatchi Cup, des révélations, des nouvelles révélations. On fait surface au sujet de cette compétition et on parlera du combat de Martin Bakolé qui a confronté Igor Tchevajuski, une victoire qui nécessite peut-être des interrogations ou des analyses autour de ce sujet. Alors, on va parler de tout ce que je vous ai dit avec deux analystes. Je commence à ma gauche, Danilo Itutu. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Samedi Sport. Merci Claudia pour une première. Ça m'honore, donc je te dis merci et bonsoir à tous les gens qui nous suivent. Voilà, merci Danilo Itutu. En face de lui, il y aura l'inévitable Grâce Diakoubama. Bonsoir et soyez le bienvenu. Merci, bonsoir Claudia et bonsoir à Danilo et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. Voilà, les deux sont déjà en place, comme vous le voyez. Alors, messieurs, on va commencer par la boxe, avant de rentrer avec le football. La victoire de Martin Bakolé sur Igor Tchevajuski, un Ukrainien surnommé Hulk. Est-ce un exploit pour le Congolais? Je vais commencer avec vous, Danilo. Un exploit? Ah non, on ne peut pas combattre quelqu'un qui n'est même pas classé dans le top 50 des boxeurs mondiaux et dire que c'est un exploit. Pour moi, je crois que, je l'ai écrit sur mes réseaux sociaux, Martin Bakolé méritait mieux. Quand je dis Martin Bakolé méritait mieux, c'est-à-dire le boxeur qui se retrouve dans le top 5 de la WBC ou soit dans le top 10 de boxeurs mondiaux, je ne vois pas Bakolé combattre ces types. Le soi-disant Hulk. Aujourd'hui, moi, je vois Bakolé s'est confronté, comme il a fait juste après son combat à Dylan White. Je vois Bakolé confronter Deontay Wilder. Je vois Bakolé combattre, pourquoi pas, Alexander Usyk, Daniel Dubois ou encore Tyson Fury. C'est sans le nom où aujourd'hui Bakolé doit penser, parce qu'il doit aussi penser à prendre de place au niveau de ces tableaux de boxeurs. Le ranking mondial. Les rankings mondiaux. Combattre ces messieurs, peut-être pour se refaire la santé une année après combattre Tony Yoka. Ça, je peux quand même comprendre, mais Bakolé ne va pas quand même s'enflammer après avoir battu le monsieur. En voyant le combat, en 3 rounds, j'ai pari fort que le type n'a pas mis plus de 50 coups sur Bakolé. Vraiment, c'était pas un niveau top pour Martin Bakolé. Pas d'exploit. Pas d'exploit et surtout, pas de niveau, pas de challenge, aucun. Rien de tout ça. Un combat normal selon Danilo Itutu, grâce à Diakoubama, vous riez, mais c'est ça au fait. Est-ce que Martin Bakolé peut se taper la poitrine d'avoir remporté son combat devant Hulk? C'est taper la poitrine, je dirais non, puisque la victoire de Bakolé, c'était prévisible au regard des statistiques de son adversaire. Si déjà, vous voyez que c'était son premier combat dans le professionnel, donc ça prouve à suffisance que Bakolé était vraiment parti favori pour remporter ses combats et surtout dans cette situation, battre cet adversaire en KO. Donc c'était normal pour notre Congolais. S'il faudrait rejoindre Danilo, moi je pense que Bakolé devrait titiller quand même le grand. Ceux qui figurent dans le top 10 des WBC, WA, soit IBE, IBF, ce sont vraiment les adversaires de Bakolé. Mais moi je n'en veux pas, Bakolé, puisque déjà il a compéti sous la plateforme Boxer. Il avait signé le contrat tout récemment, donc c'est son tout premier combat. Espérons peut-être dans le futur on pourra le voir se mesurer avec de grands noms de la boxe internationale. Mais pour dire que dans ce combat, Bakolé peut se taper la poitrine, j'y pense pas, puisque au regard du niveau, Hulk n'avait pas le niveau de Bakolé. Bakolé, son niveau, je pense que c'est vraiment des boxeurs comme Alexander Usyk. Vous avez des boxeurs comme Tyson Fury et autres comme et aussi Dylan. Les Andy Ruiz et consorts. Voilà, ces boxeurs-là qui ont vraiment cette carrure-là de Martin Bakolé. Il a cette chance-là aussi de les rencontrer, puisqu'il a dit lui-même que ces boxeurs-là l'éviteraient en quelque sorte. On aimerait aussi voir un jour Bakolé affronter ces genres de boxeurs. Bon, voilà, une victoire. Bakolé, on peut quand même le féliciter après avoir passé, je crois, 11 mois sans compétir. C'est inaccessible pour un boxeur dans cette carrure-là. Il faudrait toujours se mettre en jambes et boxer à tout moment. Et Bakolé avait vraiment pris du temps.
pour passer son temps ici à Kinshasa et faire quoi que ce soit, je sais pas moi. Mais maintenant, là, il rentre dans la compétition. Je pense que comme il a compétit sur la plateforme Boxer, il pourra peut-être aussi compétir pour le compte de WBC, WA et IBO et autres. On espère bien sûr qu'il va compétir, hein, parce que là, ça faisait déjà beaucoup de mois qu'il n'avait pas foulé ses pieds sur un ring. Mais je vous pose une question qui est peut-être contextuelle. Et s'il il avait perdu? En fait, la question, il y a un fait. En fait, un combat de boxe n'est pas un jeu. Mais il y a un fait, c'est le niveau. En fait, c'est le même problème qui s'est posé à Tony Yoka. À un certain niveau, Yoka ne combattait pas le grand nom. Et aujourd'hui, on s'est plaint du niveau de Yoka, puisque Yoka ne s'est jamais donné de challenge de boxer de grands noms. Par contre, Bakole, dans ses combats, la personne qui a plus bénéficié de ses combats, de la lumière de ses combats, c'était Lulk. Parce que Bakole ressort d'un grand combat où, en termes d'audimat, en termes de succès, c'est Bakole qui en a bénéficié de Tony Yoka. Donc Bakole devrait, par contre, viser encore un autre niveau pour se faire un nom ou soit se créer un audimat. Il a préféré Lulk et c'est Lulk qui tirait tout profit de Bakole. Si Lulk battait Bakole aujourd'hui, c'est Lulk qui aurait bénéficié de tout ce que Bakole a bénéficié de Tony Yoka. Donc ce n'est même pas question des risques, ce n'est même pas question ce qu'a gagné qui ou pas. La question est que le monsieur a visé. Et pour moi, je crois que c'était un gros risque pour Bakole. Heureusement, moi, je le dis souvent, j'ai préféré un Bakole sur les rings qu'un Bakole en dehors du ring. En termes de management, l'homme a tapé à côté. Mais du moins, heureusement, sur les rings, Bakole reste égal à lui-même. Et il fait les boulots. Il y a un autre problème, Danilo. La programmation du combat, c'est pas Bakole qui l'a voulu. Puisqu'il a signé sous la plateforme Boxer, c'est Boxer qui a choisi l'adversaire. Bon, peut-être il pourrait y avoir de réunions pour se fixer entre les adversaires. Ouais. Mais bon, ce n'est pas lui qui a choisi. Mais après ça, on a vu sur le réseau, Bakole lancer encore un autre challenge contre Tony Yoka s'il veut un match retour. On ne sait pas s'il veut encore faire du surplace alors qu'il doit évoluer. Nous aimerons voir un Bakole titiller le grand nom. C'est ce que nous voulons. Et pas Bakole qui passe son temps sur les réseaux sociaux pour nous faire je sais pas moi, de la comédie et autres. Non. On aimerait avoir un boxeur concentré. Puisque ce qu'il a fait, si ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, ce n'est pas quand même... C'est catastrophique. Ça ne mérite pas. C'est Bakole là que beaucoup respectent, que la RDC a comme ambassadeur sportif. Donc, quand il prend une photo de Hulk et Tony Yoka est placé sur la toile et dire que tu pensais que j'allais perdre comme toi, il répond à Bakole et il dit plutôt à Tony Yoka et à la fin il dit encore Tony Yoka, est-ce que tu veux un match retour? C'est pas normal, c'est pas à lui de le dire. Il doit être concentré sur le prochain challenge et non de rester faire de la comédie sur les réseaux sociaux. Il n'est pas assez concentré. Bon, voilà, il y a une victoire qui est arrivée. Comme Danilo l'a dit, il faudrait maintenant aller rencontrer les grands noms de la boxe. C'est en ce moment-là qu'on va voir notre Bakole et être vraiment le boxeur reconnu sur le plan mondial. Être un boxeur reconnu sur le plan mondial. En tout cas, on aimerait que des bonnes choses, comme vous l'avez dit, monsieur, voir des grands noms combattre contre notre boxeur, notre compatriote, serait aussi une bonne chose. On va quitter la boxe pour parler cette fois-ci du football et bien sûr avec Chancel Mbemba, l'un des ambassadeurs de la République démocratique du Congo en Europe en Ligue 1 Uber Eats. Chancel Mbemba n'est plus titulaire depuis quelques temps avec l'Olympique de Marseille. J'ai parlé tantôt d'une crise avec point d'interrogation. Est-ce que vous confirmez cela? Non. Pas de crise? Non, pas de crise. En fait, au niveau professionnel, il n'y a pas de joueur indispensable. C'est ça le premier point. Voilà. Mbemba n'est pas indispensable comme étant joueur de Marseille cette saison. Mais du moins, c'est un joueur parmi l'un des meilleurs de Marseille cette saison. Donc l'entraîneur peut décider de remplacer Mbemba, l'entraîneur peut décider de le ramener dans le 11 ou même lui changer de poste. Ça s'est fait. J'ai aimé le professionnalisme de Mbemba avant match, la conférence d'avant-match. Mbemba l'a dit. Donc c'est avant Lyon. Conférence de presse entre Marseille et Lyon. Mbemba l'a souligné. Le choix revient à l'entraîneur. Ce n'est même pas question de guerre parce que
seulement 2 matchs sur le banc, on ne peut pas déclarer la guerre quand même. Ce n'est pas toute une saison. Mbemba, je crois, il est, si pas l'un, il est le joueur le plus utilisé de Marseille. Je ne vois pas une question de guerre entre Tudor. On connaît combien Tudor loue Chancel Mbemba dans cette équipe. Pour moi, on est en fin de saison. Mbemba devrait se reposer aussi. Il est revenu d'une trêve internationale chargée. Il a fait 2 matchs complets. Si Mbemba prend 2 matchs de repos, en plus de celui contre Olympique Lyonnais, je ne vois pas d'inconvénient. Pourquoi pas revenir encore plus fort, plus frais et surtout en forme. Revenir en forme, revenir plus frais. Grâce Diakoubama, vous partagez cet avis. Est-ce que vers quoi s'est penchée votre réponse? Crise ou pas? Bah, personnellement, je dirais non, puisque voilà, comme Daniel l'a dit, aujourd'hui, vous allez souffrir à être vraiment en commun accord avec mon co-débatteur. Voilà. Je pense que voilà, dans le haut niveau, il n'y a pas de joueur indispensable, comme Daniel l'a si très bien dit. Et aussi, chaque formation, chaque entraîneur a sa philosophie, chaque entraîneur a sa façon de voir les choses. Vous voyez, un Chancel Mbemba, le niveau qu'avait Chancel Mbemba. Je pense que Marseille a aussi intérêt de protéger notre Chancel national. Donc, ce n'est pas à tout moment qu'il faut l'utiliser. Et surtout, il ne faut pas oublier que nous sommes arrivés à la fin de la saison où beaucoup de joueurs connaissent des blessures. Et au moment où vous avez utilisé un joueur depuis le début de la saison et vous continuez toujours à exposer ce joueur-là, je pense que ces joueurs peuvent courir derrière beaucoup de dangers, c'est-à-dire avoir une grosse blessure à la fin de la saison et ça sera catastrophique pour la suite, pour Marseille, mais aussi pour la RDC qui a besoin de lui au mois de juin pour une campagne on n'est pas loin, on n'est pas si loin, je crois, à 1 mois et demi. Donc, il faudrait vraiment avoir intérêt de protéger ces joueurs-là. Bon, il y a aussi une autre façon de faire les choses, une autre politique aussi. Vous savez, chez les Blancs aussi, si on vous renvoie sur le banc de réserve, il y a des choses qui se disent si bas. Mais bon, je ne pense pas que c'est la volonté de Marseille de renvoyer Chancel sur le banc et prendre d'autres joueurs pour les mettre en avant-plan. D'autant plus que Chancel aussi a beaucoup de choses à courir cette saison. C'est-à-dire, il y a aussi c'est cette course-là pour le meilleur défenseur de la Ligue 1. Je pense que Chancel Mbemba est bien parti. Il est nominé pour le prix Marc Vivier-Foé, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Donc, il y a tout ça. Et Marseille a intérêt de protéger ces joueurs-là pour que ce joueur puisse encore honorer cette équipe comme il a si bien fait ça depuis le début de la saison. Il n'y a pas crise selon Grace Diakoubama et Danilo Itoto, pardon. J'ai voulu parler Itoto. J'ai Itoto, Danilo Itoto. Nous sommes tous des Congolais. C'est grave, tous des Congolais. Mais alors, monsieur, on a vu des crises entre des joueurs phares de l'équipe et des entraîneurs. On parle là d'un étonnement grave puisque l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas un match ordinaire, ce n'est pas Troyes, ce n'est pas Angers. Alors, mettre Chancel Mbemba sur le banc lors de ce match, vous parlerez d'un choix. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est un choix tactique, c'est un choix technique. Mais vous, comment est-ce que vous avez étudié la situation avant ce match, puisque c'est Chancel qui est allé en conférence de presse et dans les 11 de départ, il n'est pas là. Oui, c'est normal. La lecture, c'est normal. C'est un joueur comme tout autre. Et s'il s'était blessé juste après l'entraînement avant-match, ça peut se faire. Mais s'il s'était blessé... Non, je ne parle pas de la grosse blessure. Voilà. Il existe aussi des pépins physiques. Ça peut arriver. Et ce n'est pas nécessairement, ou soit obligatoirement, le club doit communiquer face aux pépins physiques et aux autres. Bon, je sais que ce n'est pas ça la raison. Mais je dis les si, ça arrive. Comment vous l'avez pris lorsque vous l'avez appris? Comment vous avez analysé? Bon, en fait, j'avoue que j'étais un peu étonné parce que déjà, après 2 matchs, j'espérais revoir comme étant tout Congolais, j'espérais revoir Chancel Mbemba, donner un peu du tonus dans le match. Je ne suis pas Marseille-Lyon tout le jour. Si je le suis grâce à Chancel Mbemba sur les terrains. Une fois, j'avais appris que Mbemba n'était pas là.
Du coup, je zappais, hein. J'avais plus intérêt. C'est pas un fan de football. Non, c'est normal. Fan du football. Étant patriote aussi. Oui, bien sûr. Mais après, j'ai mes sentiments, mes goûts de match. Donc, en fait, je ne préfère pas suivre Lyon, Marseille sans Chancel Mbemba. C'est quand même, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez suivre Cadiz, Osasuna sans Théo Bongonda? C'est incroyable. S'il y a un commentateur précis, je vais suivre. Ah, vous voyez, vous penchez du côté commentaire. Sans le football. Vous voyez, Mais oui, quelqu'un qui n'aime pas le football. On va revenir sur les chiffres. La non-titularisation de Chancel Mbemba lors de cette fin de saison, sur les 4 matchs, c'était 3 fois. La seule fois où il a joué un match, c'était avant Lyon contre 3. Et bien sûr, avant ça, il y avait Lorient, 0 but partout. Chancel Mbemba et Montpellier, la même chose. L'ensemble des matchs joués par le Congolais, c'est 39 depuis le début de la saison en Ligue des Champions, en Coupe et en Ligue 1. Et bien sûr, 6 buts marqués en tant qu'un défenseur. Voilà. Gracia Koubama, après avoir vu ce tableau des 4 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, contre 3, ça se comprend, mais contre Lyon, un rival éternel, est-ce qu'on peut prendre ce genre de risque? Je pense que le métier d'entraîneur aussi, ça relève de la prise de risque. Voilà, Chancel était présent dans l'effectif de l'équipe, mais l'entraîneur s'est surpassé en les plaçant sur le banc de réserve. Ça prouve à suffisance qu'il peut aussi prendre ce genre de risque, faire avec des joueurs qu'il a, et aussi s'est surpassé de mettre Chancel Mbemba à côté. Donc c'est normal, c'est le foot. Si c'est le repos, essayer de reposer le joueur d'après tout ce qu'il a essayé de donner tout au long de la saison, je pense que c'est normal. Et voilà, ça a aussi bien tourné pour l'équipe. Et ça fait aussi un temps, depuis que Chancel ne joue pas, l'équipe n'encaisse pas aussi beaucoup de buts. Donc au minimum, je crois, un but, à part le match de Marseille et plutôt du Paris Saint-Germain, qui s'étaient inclinés sur le score de 3-0. Mais là, il avait un cumul de cartons. Voilà, mais après, non, j'ai dit, il n'était pas là. Voilà. Mais ils avaient encaissé plus de 3 buts. Et maintenant, après que Chancel est revenu, on sent vraiment que l'équipe n'encaisse pas beaucoup de buts. Et ça prouve aussi que le plan mis en place par l'entraîneur fonctionne aussi à merveille selon lui. Si Chancel est vraiment laissé au repos. Et je pense que déjà 3 matchs aura suffi pour ces talents congolais. Je pense que le 4e ou 5e match, Chancel pourra être dans le 11 de départ de cette équipe du club phocéen. On espère qu'il sera dans les 11 de départ. Mais monsieur, je reviens vers vous puisque le mercato s'annonce aussi bouillant que ça pour le Congolais, puisqu'il est cité parmi les 3 joueurs de Marseille qui pourront ramener quelque chose en cas où il serait cédé à un club. On parle de Nuno Tavares, Vitinha ainsi que Chancel Mbemba. Est-ce un bon choix pour lui peut-être de viser un autre club que Marseille la saison prochaine? Oui, un bon choix aussi, ça peut arriver. Un gros coup surtout pour Marseille. Dans le foot, ça arrive, hein. Arriver, jouer une saison et puis repartir, ça arrive. Mais après, il faudrait voir le tempo, hein. N'est pas signé pour signer pour aller jouer, être dans le plan, ou soit dans le projet sportif du club, parce que c'est aussi ça le plus grand problème. Vous arrivez dans un club où vous n'êtes pas prioritaire, et après, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, un joueur joue la mi-saison, et puis aller encore dans un autre club. Ce n'est pas ça un projet qu'on veut de joueurs congolais. Il faudrait rappeler, Bemba aujourd'hui, il fait partie de rares joueurs congolais qui maintiennent, je dirais, une période en forme au niveau européen, dans le grand niveau. On a eu un moment, Dieu merci Mbokani, qui est resté très longtemps dans le sphère du football européen. Aujourd'hui, on a Chancel Mbemba, les rares. On a eu Bakambu à un certain niveau. Malheureusement, c'était éphémère. Avec Villarreal, pouf, il part en Chine. Avec Mbemba, on veut quand même que Mbemba s'inscrive dans la durée. On veut le voir beaucoup plus longtemps dans un club. Mais je n'exclus pas un départ parce que ça sera une plus-value pour Marseille, mais aussi pour Chancel Mbemba, qui, pour sa première saison en France, un championnat aussi visualisé, en termes d'audimat, Chancel Mbemba, pourquoi pas bénéficier d'un transfert dans des grands clubs européens, en Angleterre, en Espagne, en Italie, pourquoi pas. Après Porto, après Newcastle, après Marseille, si ça arrive. Après Mputu. Ouais. Poutou, ici à Kinshasa. Ouais, pourquoi pas. Et donc, on veut le voir exceller. Marseille, c'est pas son tout dernier club à évoluer. On veut le voir évoluer au niveau d'Europe. Pourquoi pas le Real Madrid? Pourquoi pas le Real Madrid? Mais en coulisses, on parlait de ces sujets, monsieur. Le Real, poste de titulaire, c'est un grand club, mais il faudrait aussi batailler dur
Partir serait-ce une bonne idée pour avoir une visibilité au sein d'un grand club, mais n'est pas jouer? Bah, avoir de la visibilité au sein d'un grand club n'est pas joué, je pense que c'est inadmissible. Je pense que Chancel, et aussi ces derniers temps, avec la politique de Marseille, si vous avez un contrat, vous avez une proposition ailleurs, donc Marseille peut vous céder si facilement au cas où le club se retrouve dans le marché de transfert. Il en a Je fait pense avec que Cédric Bakambu. beaucoup de joueurs, voilà, Au bout de quelques mois, paf. ils sont partis. Oui. Donc je pense que Marseille a intérêt à libérer Chancel Mbemba au cas où il y a une proposition ailleurs avec un gros coup. Mais il ne faudrait pas partir pour partir. Il ne faudrait pas signer aussi pour signer. Donc Chancel Mbemba a intérêt de signer dans un grand club plus que Marseille. Mais il faudrait maintenant jouer pour prouver de quoi il est capable, prouver de quoi il peut donner dans ce genre de club. Et aussi signer dans des clubs qui arrivent dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Je pense que ça sera Ça sera aussi européenne. une Ça sera bonne une option très pour bonne lui. option pour Oui. notre pays, pour lui aussi, pour sa carrière. Et je pense que s'il n'y aura pas ce genre de propositions, j'aurais voulu voir Chancel encore chez Marseille, puisque le club est deuxième cette saison. Le club va peut-être se qualifier la saison prochaine pour la Ligue des Champions. On va encore jouer le haut niveau et pourquoi pas y rester, d'autant plus que d'aller quelque part pour signer et puis rester sur le banc de réserve où on l'a vu avec Mbemba quand il a signé chez Newcastle, comment il a souffert pour avoir du temps de jeu, comment aussi il a quand même souffert avant de récupérer sa confiance au sein de Porto, et on n'aimerait pas cette même scène puisse se répéter après son départ au sein de Marseille. On aimerait voir Mbemba jouer et vraiment prouver de quoi il est capable dans le haut niveau du football européen. Avant de quitter ce chapeau, messieurs, j'ai une question pour vous deux, la même question. Oui. Pour que Mbemba soit titulaire dans un grand club européen à part Marseille, est-ce que ce sont ses prouesses dans le club phocéen qui vont lui permettre d'avoir ce poste ou le travail d'entraînement, bien sûr, qu'il fournira au sein de ces clubs qui va lui donner ce poste? Ouais, les niveaux, l'entraînement, le niveau se révèle après entraînement dans le secret, et puis il faut le faire bédant. Dans un match où il y a des socios, il y a plusieurs personnes qui regardent, qui suivent, et après Chancel, c'est quand même un joueur. Je rappelle, il a signé à Porto pendant qu'il était à Newcastle sans jouer. Il n'arrivait même pas sur un banc de touche. Donc les qualités des Chancel, aujourd'hui, est révélée partout en Europe. Personne n'est sans ignorer l'existence de Chancel Mbemba dans un club Marseille, ou même quand il était à Porto. Déjà, pour signer à Porto, le joueur était pour signer à Marseille, le joueur était à terme d'un contrat avec Porto. Porto cherchait un renouvellement de contrat. Malheureusement, le joueur a beaucoup plus préféré aller à Marseille. Son choix de Marseille déjà était critiqué en termes de niveau. Les gens espéraient ou soit pensaient Porto être plus élevé que Marseille. Porto arrivait quand même dans le dernier carré, ou soit quart de finale. Il arrivait au niveau de quart de finale. On connaît l'histoire de Marseille avec la Ligue des Champions. Ça faisait quand même longtemps. Marseille n'arrivait même pas dans le dernier carré. Mais quand même, Mbemba pris, les risques de jouer dans un club que les gens ne pensaient pas. Et après, on voit aujourd'hui les exploits. Donc, s'il garde ces mêmes performances des Porto qu'il a amené vers Marseille, le même performance de Marseille peut l'amener dans un autre club de niveau. Par exemple, parce le Real parce que Madrid. l'exemple, oui, c'est possible. Là-bas. C'est possible, mais si vous prenez un joueur comme Eder Militao qui quitte de Porto à Real Madrid, donc ça peut se faire. Mbemba qui vient d'arriver de Porto arrive aussi à Real Madrid. Ça peut se faire. Qui a laissé la place en Chancel Mbemba. Justement, ça peut se faire. Si le Football Club Barcelone achète Paulino, si je me trompe, Paulini, c'est quoi le nom encore Paulino, qui quitte de la Chine pour arriver à Barcelone, mais pourquoi pas un joueur marseillais quitter de la France pour arriver en Espagne? C'est possible. C'est possible. Grâce Diagouama, la même question rapidement. À un moment donné, j'allais répondre de la même manière que Danilo, mais moi je pense aussi que nous Congolais, on avait tendance à dire que non, on essaye d'étouffer nos talents en Europe, mais il y a 2 ou 3 joueurs qui m'ont prouvé le contraire. Et parmi eux, je retrouve Chancel Mbemba sur cette liste. Il y a aussi Diemerson Mbokani. Donc ces 2 joueurs nous ont prouvé le contraire, c'est-à-dire à force de travailler, à force de donner le meilleur de toi sur l'aire de jeu, tu peux signer n'importe où. On avait un certain Diemerson Mbokani avant ses 35 ans, il signait toujours en première division.
toujours en première division en Europe. Et aujourd'hui, vous avez un Chancel Mbemba aussi qui signe toujours dans nos grands clubs. Vous allez voir, Anderlecht, Newcastle, Porto, et aujourd'hui il est à Marseille. Et moi j'aimerais le voir encore dans un autre grand club. Mais cela ne dit pas que parce qu'il est congolais, on va étouffer son talent. On l'a vu chez Marseille. Moi personnellement, je ne voyais pas Chancel Mbemba. Donc, tout dépend de son travail. Tout dépend de son travail. Moi, je ne le voyais pas être titulaire chez Marseille. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a déjoué presque tous les pronostics. Et aujourd'hui, c'est lui le meilleur joueur, parmi les meilleurs joueurs du club. Le meilleur défenseur du club. Et aussi, de la Ligue 1. il y va comme meilleur défenseur de la Ligue 1 devant des joueurs qu'on a connus il y a de cela longtemps. Marquinhos, vous avez Sergio Ramos, Surtout. vous avez des joueurs, l'Allemand Boateng qui évolue chez Lyon. Donc vous voyez tous ces joueurs-là, mais Chancel Mbemba a essayé quand même de déjouer tous ces pronostics. Donc ça prouve à suffisance qu'à force de travailler, à force d'être discipliné, vous pouvez atteindre les objectifs. Et Chancel Mbemba en a prouvé vraiment le contraire. Et donc moi j'espère que s'il continue comme ça, il va signer dans un autre club qui sera plus grand que Marseille. Voilà, pourquoi pas Al Nasser, pourquoi pas ces clubs. Bah, ça peut toujours arriver. Hein. On n'exclut pas Al Nasser, mais on aimerait le voir Al Nasser quand il aura. C'est quand même des clubs d'âge, des clubs d'âge arrivés à 37, 35 ans. 33 c'est pour alimenter la polémique. Non, c'est pas mauvais. C'est pas aussi mauvais. Il y a un Marcel Tisserand qui évolue en Arabie Saoudite. Pour moi, c'est mauvais. En fait, le contexte Tisserand est beaucoup plus différent de Chancel Mbemba. Tisserand est formé à Monaco, il a fait Toulouse, il a fait tous ces clubs. Pourtant, Mbemba vient des Élotiques, comme on aime appeler. Donc, on veut voir ça dépend Mbemba. Aussi de la vision. La vision, on veut voir Mbemba faire le tour de ces clubs et pourquoi pas à 38 ans, aller se reposer à Al Nasser. Et après, si vous voulez, vous avez des objectifs à caractère commercial. Là, vous allez là-bas. Pékinière, vous devrez quand même vous envoler du côté de l'Asie. Mais je crois aujourd'hui, Mbemba, il est le deuxième joueur africain le mieux payé en France, juste après Hakimi. Il a 800 000 $ par an. Et près de 2 millions, quelque chose comme ça. Il n'a pas à envier quand même le golf, bien que c'est beaucoup plus en termes de finances. Je crois après l'Europe. Oui, donc Mbemba, pendant ces temps, il n'a que 27 ans. Comme vous l'avez évoqué, il n'a que 27 ans. Donc, moi, je n'ai pas évoqué à 27 ans, son âge. Je n'ai pas évoqué vous aimeriez trop le facteur âge. Oui, c'est une question qui a fait beaucoup débat récemment. Et voilà, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais ce n'est pas non plus officiel. On a dit pour dire, comme on dit à Lingala, Tolobi Karapotoloba. C'est pas du tout officiel, mais on va quitter la France pour revenir au pays, cette fois-ci pour parler de la Fédération congolaise de football association qui a subi un petit coup de balai au niveau de son administration. Véron Mosengo, secrétaire général de la CAF, était à Kinshasa pour normaliser les choses, installer un comité de normalisation. Monsieur, votre commentaire par rapport à ça? Ouais, j'ai aimé, même si c'est arrivé au moment où tous ont pensé, on braquait tous nos yeux vers les élections, c'est arrivé. Je crois que ça sera peut-être pour le bien du football congolais, parce qu'après toutes les histoires qui entourent la Fédération congolaise de football, notamment l'affaire pédocriminalité, je crois que ça valait quand même la peine de chercher un comité de normalisation, même si, je le répète encore, les temps n'étaient pas favorables, mais du moins c'est arrivé, on est arrivé là, il faut faire avec, et espérer peut-être qu'avec ces systèmes de comités de normalisation, les choses vont changer avec la Fédération, remettre toute chose dans le bon chemin. Et moi surtout, on veut voir le football congolais progresser, pourquoi pas au niveau du Maroc, au niveau de l'Égypte, au niveau de tous ces pays qui se développent dans le circuit africain. Et la RDC fait partie des grands pays en termes de superficie. On veut aussi le voir comme étant grand au niveau du football. Voilà, une bonne idée de Gracia Koubama de normaliser les choses au sein de la FECOFA. Ouais, je dirais oui, puisque c'est arrivé au moment où tout le monde ne s'y attendait pas. Mais voilà, la FIFA a frappé fort en mettant en place un comité de normalisation au sein de la FECOFA, puisque voilà, il y a eu beaucoup de choses au sein de cette fédération que la FIFA a regardé de loin, et maintenant il est temps de frapper fort. La FIFA,
pouvait permettre peut-être laisser la FECOFA organiser les élections puisque déjà la date a été calée. Aussi, les textes ont été amendés par le journal officiel. Donc, c'était vraiment normal que la FECOFA puisse organiser les élections. Mais quand la FIFA a agi, c'est parce que ça en est de trop et la FIFA en a marre. Et on a vu, la FIFA a frappé fort. C'est vraiment une très bonne chose. Moi, je pense que ce comité qui a été nommé pour une durée de 7 mois va essayer d'arranger certaines choses. Puisque voilà, on pouvait aussi assister aux élections au sein de la FECOFA, mais peut-être il y aura toujours du bis repetita. Donc le même personne allait encore revenir et le même système va encore être, je sais pas, faire plus de 25 ans à la tête de cette fédération, alors qu'au moment où nous voulons que les choses puissent changer, regardez aujourd'hui le niveau de notre football, qu'est-ce qu'on a sur le chiquet continental, regardez ce que nos clubs ont produit aux interclubs de la CAF, regardez ce que l'équipe nationale de la RDC a pu produire, a pu montrer aussi en termes d'image lors du CHAN, être dernier avec 2 points et ne pas avoir marqué ne fût-ce qu'un but. Regardez d'abord tous ces contextes-là et je pense avec le désordre qui se passe au sein de la Fédération congolaise des football et associations, la FIFA avait vraiment intérêt de frapper, même dans une année électorale, et aussi voir reprendre les choses en main et mettre un comité en place. Et la FIFA, je pense, aura vraiment un œil regardant sur ces comités avant que les élections puissent avoir lieu à la fin de cette année 2023. À la fin de cette année 2023, comme vous l'avez dit, grâce Diakoubama, ce comité sera installé jusqu'au 30 novembre 2023 et aura pour rôle de gérer les affaires courantes de la Fédération congolaise de football association, de veiller à ce que les membres du comité électoral soient élus par les congrès de la FECOFA en accord avec les nouveaux statuts et les nouveaux codes électoraux de la Fédération approuvés le 15 septembre 2022. Vous l'avez dit aussi, veiller à ce que l'élection de membres et des affiliés, ligues et districts, etc. de la fédération ait lieu en temps utile et ainsi veiller à ce que l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec les nouveaux cadres statutaires de la fédération. Donc c'est ça le rôle de ces comités de normalisation. Aujourd'hui, vous avez cité beaucoup de plaies qu'a infligé le football, la mauvaise organisation du football à la RDC. Est-ce que nous avons réellement besoin d'un changement, d'un coup de balai à quelques mois des élections? Oui, à 7 mois, c'est quand même, je dirais, énorme parce que c'est ça la durée de ces comités. À 4 mois. Les élections, c'est juillet. Avant, c'était au mois de juillet. Non, les élections étaient prévues en juillet. Quand on a nommé ces comités, avec le comité, je pense que les élections doivent être renvoyées peut-être à la fin de l'année. 7 mois après. Donc, si pas juste la date où le comité expire, peut-être le mois qui va suivre, il y aura peut-être les élections. Donc, ça fait 7 mois ou plus, plus de 7 mois. Donc, à 7 mois ou à plus de 7 mois, je crois que les choses peuvent changer. Pourquoi je dis les choses peuvent changer? Parce que ça ne sera plus les mêmes personnes. Ça ne sera plus le même système. Ça ne sera plus la même vision. Déjà, je rappelle que la RDC, la Fédération congolaise de football, a fait introduire une réserve au niveau de la CAF. Non, au niveau de la CAF d'abord pour recourir à quelques joueurs de la Mauritanie qui n'ont pas été, je dirais, en bonne et due forme pour jouer ces matchs de 1 but partout au niveau de la Mauritanie. Donc je crois que ce sont déjà des choses, des signaux positifs que la RDC envoie en termes de changement. On veut voir la RDC aller, pourquoi pas, aussi changer des règles. On se rappelle, le Maroc a changé des règles en termes de joueurs évoluant déjà à une autre nation. Il faudrait rappeler, c'est avec Mounir que la fédération marocaine a changé même les systèmes. Donc le joueur ne pouvait plus jouer avec une autre sélection si jamais il avait joué 5 matchs ou plus avec une autre sélection. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la règle. Grâce au Maroc, puisque le Maroc visait à tout prix faire jouer Mounir lors de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui aussi, on peut voir la RDC, on veut voir la RDC changer aussi un système où la règle de la CAF, pourquoi pas, quand on veut voir un joueur, la RDC a beaucoup de buts nationaux, mais combien on en perd? Plusieurs. Je prends le cas dossier Gaylor Kanga. Est-ce que la RDC a pesé au niveau de la CAF? Non, mais les faits étaient là. Gaylor Kanga, tous les reconnaissent comme étant congolais. D'ailleurs, son père a été enterré ici au Congo. Mais qu'est-ce que vous avez prouvé au niveau de la CAF que Kanga était congolais? Est-ce que vous avez eu des preuves tangibles qui prouvent que
Gaylor Kanga était congolais. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que la RDC n'était pas, ou soit de la Fekoufa, n'avait pas le poids d'influence. Mais à l'époque, on avait un deuxième vice-président au niveau de la CAF. Ça servait à rien. Ça servait à rien. À rien du tout, à rien du tout, à rien du tout. Le moins que je puisse reconnaître, c'était du côté de Mazembe. Mazembe bénéficie de beaucoup de choses. Pas de Omari, mais quand même de l'influence. Si je ne me trompe pas, de Katumbi aussi, un président reconnu au niveau de l'Afrique. Un peu Mazembe bénéficie de beaucoup de choses. Le stade des Martyrs ici, fermé à quelques jours de jouer, c'était les éliminatoires. La RDC n'a pas pesé, mais dans un pays où les gens pèsent, la fédération pèse. Bakambu l'a dit, on se souvient les audios juste après l'élimination de la RDC lors de barrage de Coupe du Monde. Bakambu l'a dit, la fédération ne pèse pas. La fédération ne pèse pas. On est là en train d'observer, même si des choses simples où la fédération peut réclamer. On est là, le match contre Gabon, la fédération gabonaise exige que le match soit décalé à 20h. On est là en pleine niche. Non, il n'y a pas moyen, mais finalement, il s'est fait. Il y a plusieurs autres aspects avec le club maghrébin qui évite, le pays maghrébin qui évitait de jouer à 15h. Et ils font une réserve au niveau de la CAF. La CAF accepte et on délocalise, on pousse l'heure en faveur de ces jeunes-là, de cette équipe-là maghrébine. Et pourquoi pas la RDC peut aussi changer de choses en sa faveur. C'est ça, en fait, qu'on veut voir de la fédération congolaise. Être là dans plusieurs suivis de l'équipe nationale, des clubs et autres. Voilà, et surtout des footballs de jeunes. Gradia Goumama, je rappelle que vous suivez à la lettre aussi l'évolution juvénile du football congolais. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à applaudir là-dessus? Parce que vous avez dit que le football congolais était malade. Et cette maladie a frappé tout le compartiment. Ouais, c'est à applaudir l'initiative de la CAF. Certes, nous sommes dans une année électorale, mais ça devrait vraiment se faire et puis voilà, placer un comité de normalisation. Maintenant, c'est vraiment la place au travail. Donc, on doit vraiment laisser la place à ces gens-là d'essayer de mettre les choses à la normale. Vous avez énuméré plusieurs choses, Daniel l'a déjà dit, non, même si le niveau de l'équipe A, la RDC n'arrive pas à peser. Mais rentrons d'abord chez nous, parlons de la formation, parlons de la promotion du football féminin. La RDC n'arrive même pas à avoir un centre digne de son nom. C'est à peine qu'on vient de relancer les travaux de réhabilitation du centre Kourarampova. Alors que ce centre-là a été, doté à la RDC. A été doté à la RDC depuis 2005. Donc ça fait combien d'années pour maintenant relancer les travaux afin que la RDC puisse avoir maintenant ses propres talents? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ça fait 18 ans. Ça fait plus de 18 ans que la RDC n'a jamais formé, même ne fût-ce qu'un joueur. C'est aberrant, c'est anormal. Imagine que nous, la RDC, peut-être prenons l'équipe nationale A, qui loue les hôtels à travers la ville de Kinshasa, alors que ces centres Kourarampova allaient servir du Clairefontaine pour notre sélection. C'est-à-dire, lorsqu'on a un match ici à domicile, les joueurs peuvent partir si librement là-bas, loin de la distraction. Loin de la distraction, loin du centre-ville. Ils habitaient Béatrice à un moment. À 5h, il y a des klaxons, des transports, ici, pas seulement de voitures, pas seulement de véhicules, mais il y avait aussi des gens qui se déplaçaient là pour suivre encore le joueur avant ou après le match. Donc ça a l'air déconcentré. Mais une fois qu'ils sont de l'autre côté, je pense que là-bas, ils seront très calmes, très concentrés, très motivés pour le match. Mais si on peut revenir sur la promotion du football féminin, regardez aujourd'hui le championnat national du football féminin qui se joue au terrain GD des Lemba. Le championnat plutôt provincial. L'entente provinciale. L'entente provinciale. Ouais. Vous avez les juniors qui jouent aussi là-bas. Mais dans quelles conditions aujourd'hui? Le championnat national qui se joue en un tournoi fermé direct. Il y a combien de clubs au sein de cette ligue? Donc il y a tout un grand problème. Mais alors que la RDC a intérêt de construire un projet, de concevoir quoi que ce soit au niveau de la FIFA pour avoir de moyens. Moi, ça m'a fait très mal de voir au niveau de la FIFA que la RDC a plus de 11 millions. 11 que millions la FIFA peut débourser à la RDC au cas d'un bon projet. Mais il n'y a pas un bon projet conçu pour
débloquer cet argent-là et relancer le football. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps, avec ces comités de normalisation et avec ceux qui viendront après les élections, d'essayer quand même de récupérer cette somme-là, car le pays en a besoin pour relancer le football. Non, il ne faut pas rire. Et utiliser un bon uniforme. Mais regardez le championnat national aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est ? On parle de l'arrêt définitif du championnat national, puisqu'il y a eu la présence du secrétaire général de la CAF. On va présenter juste le rapport et amender, c'est là. Et du coup, on va peut-être recourir au classement de la saison dernière. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de moyens. Alors qu'il y a des moyens de l'autre côté de la FIFA que la RDC peut toujours concevoir. Mais où est-ce qu'on en est avec tout ça ? Donc ça fait très mal quand on regarde quand même un pays comme la Côte d'Ivoire avec une petite volonté d'organiser le championnat national qui est régulier, qui avec passe deux stades. Avec 2 stades et aussi il y a des petits stades aussi à travers le pays, hein? Mais qui est régulier, qu'on voit de clubs jouer chaque semaine, qui passent dans des chaînes internationales, mais à la RDC, alors qu'on a presque tout, on a les talents. On a de bonnes équipes aussi, mais il nous manque de moyens. Où est-ce que la FECOFA aussi peut en avoir et subventionner des clubs qui participent au niveau de nos championnats pour aller très loin. Mais aujourd'hui, c'est une autre scène, c'est un autre scénario avec le championnat national de la RDC. Et je pense qu'avec ces comités de normalisation, il doivent se passer beaucoup de choses pour que nous puissions retrouver notre place d'antan. On a besoin en tout cas de retrouver cette place. Grâce Diakobama, comme vous l'avez dit, on va passer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va parler des Fatih Cup. Messieurs, je vais revenir vers vous deux. Vous nous avez parlé d'une initiative de la CAF avec vos articles, monsieur Danilo. Non. Si. Non. Il n'y avait pas d'initiative de la CAF ? Non. En fait, les gens... Oh, attendez. Recentrons un peu le débat. Voilà. En fait, plusieurs gens ont prêté confusion aux Congolais. Qu'est-ce que je vais dire ? Partant du ministère des Sports, en passant vers la Fédération congolaise de football, puisque c'est elle qui a informé, voilà. Pour arriver chez nous, on parle de la presse, personne n'a évoqué l'initiative de la CAF. Je commence par le ministère. Je me souviens encore, si vous avez ces reportages, vous pouvez les remettre. Le reportage nous dit, c'est le fruit de la collaboration entre le président de la République et le ministère des Sports, et le ministre des Sports Kaboulou. Ensuite, c'est ce monsieur belge Citatola qui revient justement pour dire que le tournoi sera, il part du futur, sera financé par la FIFA et la CAF. Financé. Ouais. Je rappelle que Fatih Cup n'était qu'un projet à l'heure où... Jusqu'aujourd'hui. À l'heure où messieurs belges annonçaient. En plus de ça, pour finir, pendant son interview, il disait, à partir de vendredi, il y aura une équipe qui va traverser de l'autre côté, Congo-Brazzaville, pour aller parler avec monsieur Guy Mayolas, qui est le président de l'UNIFAC. Mais non, d'où est venue cette histoire de l'initiative de la CAF. Voilà pourquoi monsieur Véron Motiepo a recadré. Il faut entendre, il faut les Mosengo. Bon, permettez-moi. Ouais. Il faut l'écouter pendant la conférence de presse. Il dit, il y a eu trop de confusion. Mais pour certains, il a frappé Kaboulou. Là où il a dit que c'était ni l'initiative de la CAF, ni de la FIFA, les gens ont pris que cette partie et ont laissé autre chose. Quand messieurs Véron, épargnez-moi l'autre partie du nom. Lorsque M. Véron évoque les qualités de M. Kaboulou, personne n'en parle. Quand il dit que M. Kaboulou est le partenaire fiable de la Fédération internationale de football association et de la CAF, là, personne n'en parle. Mais la partie où il dit que l'initiative ne vient ni de la FIFA ni de la CAF, c'est la partie où ça intéresse tout le monde. Deux poids, deux mesures. Pour dire que cela n'exclut pas que la CAF puisse accompagner cette initiative venant de l'UNIFAC. Il vient justement s'enrichir pour dire que même si le tournoi est organisé, par vous-même, initié par la Fédération congolaise de football, par la RDC, la FIFA et la CAF, c'est ça leur boulot. Voilà. Prendre des projets importants et financer, pourquoi pas. On a parlé des projets ici. Ouais, c'est là. Ce n'était qu'un projet. Ce n'était qu'un projet. Donc, la FIFA et la CAF ont l'option de sponsoriser ou soit de financer ces projets. Et après, il y a aussi une autre problématique qui posait. C'était le nom.
Fatih Kep. Ah, pourquoi Fatih Kep? J'ai rappelé ici, je crois que c'est... Bon, c'était pas ici, dans d'autres plateaux, qu'il y a plusieurs compétitions qui portaient le nom des présidents. En premier lieu, la Coupe du Roi. Ça penche vers le gouvernement. Coupe du Roi. Roi, ça voit les institutions de ces pays, bien que ce n'est pas le nom. Mais ça voit les institutions. Et pourquoi pas Fatih Kep? Le monsieur Véron l'a aussi évoqué. Donc c'est un faux débat. Les débats où on veut nous ramener, ce n'est même pas ça. Si on voulait critiquer Fatih Kep, il faudrait les critiquer en termes techniques. Si techniquement la compétition n'était pas favorable, mais allez dans ce sens, critiquer. Comme ça, on va peut-être trouver des remèdes en termes techniques. Pas la naissance de la compétition. Mais non, la naissance peut... Même pas la compétition, de l'initiative. Oui, la naissance peut se faire n'importe où, n'importe comment, mais seulement que le projet soit potable. Moi, aujourd'hui, j'ai dit que le projet Fatih Kep est potable. Je ne vois aucun inconvénient. Grâce Diakoubama, un mot sur... cette confusion, en tout cas, l'initiative. Confusion totale. Initiative, c'est pas la CAF, évidemment. Financement, c'est quoi? C'est une idée. Il y a déjà beaucoup de débats autour de ça. Et alors, si ça s'est matérialisé? Je pense que, voilà, comme tout Congolais, bon, on a l'habitude de dramatiser les choses. On aime le buzz. Au moment où le projet... au moment où le tournoi Fatih Kep n'était qu'un projet. Ce n'était qu'un projet, alors que rien n'a été matérialisé en ces moments-là. Je me rappelle de la réunion, excusez-moi, où il y avait 3 points. On a parlé d'une création d'un tournoi qui va s'appeler Fatih Kep. On a parlé de la RDC qui doit jouer contre le Gabon au mois de juin. On a parlé aussi de la reprise du championnat national. Mais on a oublié 2 points pour parler seulement de Fatih Kep qui n'était qu'un projet. Alors qu'il y a 2 choses essentielles qu'on devrait se pencher. Voilà. Vous voyez, la reprise du championnat national, que l'État doit débourser de moyens pour qu'on puisse reprendre le championnat et aussi préparer le match contre le Gabon où le sélectionneur national a demandé même le stage. Mais tout le monde s'est penché vers Fatih Kep. Mais moi, personnellement, je pense que le nom, je l'avais dit récemment, ça ne m'intéresse pas. Moi, le plus important, c'est le rendement de ces tournois. C'est le plus important. Ici, dans notre pays, on a beau crier haut et fort sur l'encadrement de la jeunesse, sur plutôt assurer la relève du football de jeunes. Et aujourd'hui, on a maintenant peut-être un tournoi qui va mettre en valeur le moins de 20 ans. C'est ça le plus important. Avant, on voyait nos Congolais aller jouer les COSAFA. Il y avait peut-être le tout-puissant Mazembe aussi en tant que club, même 20 clubs allaient participer à Kagame Cup, qui était un projet d'un pays. Et après, la CAF accompagnée. Pourquoi Poutou a été sanctionné de l'autre côté? C'est parce que la CAF avait envoyé ses arbitres. Vous voyez? Donc la C'était CAF une avait compétition reconnue par la CAF. Exactement aussi. De la même manière aussi que la RDC peut organiser un tournoi. Mais vu que ce tournoi cadre dans le plan où on veut promouvoir le football de jeunes, ça n'exclut pas l'accompagnement de la CAF ni au moins de la FIFA. Et raison pour laquelle ces projets-là a été conçus. C'est sur base là. Moi, j'aimerais pas qu'on puisse critiquer les choses au moment où on veut dramatiser, on veut faire le buzz, mais on doit d'abord rester dans le fond. C'est-à-dire, c'est quoi le rendement de ce tournoi? La RDC aura quel niveau dans le football de jeunes après ces tournois? Moi, je pense que ça vaut la peine puisque nos U20 ont besoin de ces tournois parce qu'au mois de juillet, ici, on va abriter le jeu de la francophonie où nos U20 vont défendre la RDC. Déjà, si vous sortez d'un tournoi que vous avez organisé, peu importe la place. Aujourd'hui, tout le monde le parle. Oh non, la RDC ne va pas gagner ces tournois parce qu'on n'a pas une bonne sélection de U20. Mais bon, dans le football de jeunes, on ne joue pas de match pour gagner directement. On n'impose pas de résultats immédiats. C'est la préparation pour la sélection A. On ne crée pas une équipe à un coup de crayon comme ça. Jamais. Et surtout en termes de victoire, ça ne s'impose pas. J'espère bien que ça peut toujours, parce que c'est le football, on a besoin de gagner, mais dans le football des jeunes, on n'exige pas toujours de victoire. C'est un projet à long terme. C'est un projet à très long terme où on doit préparer le jeune
qui vont intégrer la sélection A dans le futur. Donc on rentre dans un cadre formatif. Exactement. Et je pense que vous exactement. avez votre réponse, vu que vous nous avez écrit sur nos différentes plateformes réseaux sociaux, Fati Cup, les malheureusement, comme disait Youssoufa, ce qui est cru est plus important, ce qui est vrai. Aujourd'hui, les gens ont cru en tout ce qui est encore raconté sur les réseaux sociaux. Malheureusement, la vérité, personne ne l'a dit. Pardon, Grache. Mais pas les noms. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Que les gens me racontent sur les faits. Le fait de Fati Kep. Quelle est la mauvaise chose qu'il reproche à Fati Kep? Personne ne vient dans le fait. C'est le nom qui apparemment, c'est comme si le nom qui dérangeait. Le logo ne serait pas non, officiel. ça c'est pas le logo. Ce n'est pas le logo venant du ministère des Sports. Voilà. C'est pas aussi le ministère des Sports qui va organiser ce tournoi. Là, c'est même un autre débat. Par la FECOFA. Donc, moi je pense que s'il faudrait critiquer, allons-y dans le fond. Ce sera quoi les niveaux? Ce sera quoi le rendement de ce tournoi pour la RDC? Quel sera l'intérêt de la RDC pour organiser ces tournois? Mais ça ne doit pas crier haut et fort. Et surtout, moi je voudrais aussi dire un petit point. On ne peut jamais aussi organiser une compétition internationale à caractère comme peut-être le CHAN sans pour autant passer par de petits tournois. Donc, on a aussi intérêt. Si on veut organiser, si on veut organiser, on doit goûter, on doit avoir ce goût-là, goûter déjà aux délices de tournois. Donc, l'année dernière, on avait un tournoi international des élèves. Et maintenant, aujourd'hui, on a peut-être un tournoi appelé Fati Cup qui va mettre en avant-plan le football de jeunes. L'appétit vient en mangeant. Ah, exactement. L'appétit vient en mangeant, comme il l'a dit. J'étais en compagnie de Grace Diakoubama et Danilo Itutu. Voilà. Je le prends comme ça. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. Merci mesdames et messieurs. Je pense que vous étiez ravis et servis en ce qui concerne vos zones d'ombre. Le programme reste le même sur une autre télévision. Portez-vous bien chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Samedi Sport. Au revoir.